Elle la portait lors de bals où dansaient les futurs rois d'Europe. Ses pointes étincelantes en saphir éblouissaient les invités du palais de Buckingham. Mais ensuite, elle a disparu, sans laisser de traces. Un héritier l'a rejetée, la qualifiant de monstruosité du passé. Un autre l'a complètement transformée, comme s'il effaçait un visage d'un portrait de famille. Et ce n'était pas qu'une simple tiare, c'était un témoin silencieux d'intrigue royale, de trahison familiale et d'un scandale discret mais terriblement coûteux. Pourquoi ce bijou, autrefois considéré comme l'un des joyaux de l'aristocratie britannique, a-t-il été vendu en secret, ses fragments éparpillés chez des collectionneurs privés? Qu'a dit la duchesse quand on lui a demandé des explications? Et quelle a été cette phrase cruelle et humiliante qu'elle aurait lancée en fixant ce bijou chargé de plus d'1 siècle d'histoire? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une tiare, c'est l'histoire de comment l'éternité peut être échangée contre le confort. Restez jusqu'à la fin, car le dénouement fait mal et il est brutalement honnête. Commençons. Bien avant que la parure de saphir de Cambridge ne devienne un mystère enfoui dans les archives de la joaillerie royale, elle était un cadeau personnel, un symbole d'amour, un héritage transmis non pas par des reines, mais par une femme nommée Augusta. Augusta de Hesse-Cassel épousa le prince Adolphe, duc de Cambridge, en 1818. Il était le plus jeune des 10 enfants du roi George III. Leur mariage n'unissait pas seulement 2 maisons nobles, il marquait aussi le début d'une des histoires les plus fascinantes de la joaillerie aristocratique du XIXe siècle. À cette époque, les bijoux ne servaient pas uniquement à embellir une tenue. Ils incarnaient le rang, l'influence, le goût, l'identité même. La parure créée pour Augusta, composée de saphirs profonds et de diamants éclatants, n'échappait pas à cette règle. Chaque pièce, bracelet scintillant, broche raffinée et bien sûr la majestueuse tiare, reflétait sa place dans la haute société et son élégance naturelle. Elle la portait lors de réceptions au Palais Saint-James et un chroniqueur de l'époque décrivit son apparence avec émerveillement. Une robe en satin blanc richement brodée d'or, ornée de saphirs et de diamants sur le corsage et les manches, tandis que dans ses cheveux se mêlaient plumes et pierres précieuses. On aurait dit que le ciel étoilé s'était posé sur ses épaules. Mais le véritable voyage de ces bijoux ne commença pas sur les parquets d'un palais londonien. Il débuta le jour où Augusta les offrit à sa fille, elle aussi prénommée Augusta, en cadeau de mariage. La jeune princesse épousait le grand-duc de Mecklembourg-Strelitz en 1843. La cérémonie fut somptueuse, digne d'une alliance royale, mais le présent de sa mère avait une signification bien plus profonde. Il symbolisait le lien entre 2 générations. Contrairement à tant d'autres bijoux familiaux qui dormaient dans des coffrets, cette parure devint une composante vivante de la vie de cour de la nouvelle grande-duchesse. Elle ne la portait pas pour briller, elle la portait pour se souvenir, pour garder avec elle un morceau de son foyer, de ses origines, de sa mère. Augusta, désormais grande-duchesse de Mecklembourg-Strelitz, porta ses bijoux pendant des décennies. Ce qui rend cette histoire encore plus émouvante, c'est le lien sincère et profond qu'elle entretenait avec sa nièce, la princesse Marie, future reine du Royaume-Uni. Leur relation allait au-delà des simples liens du sang. C'était une amitié vraie, tendre, silencieuse, entre 2 femmes élevées dans l'ombre de la royauté, mais unies par la loyauté, la tendresse et le respect mutuel. Lorsque la grande-duchesse atteignit un âge avancé et que sa vie s'approchait de son dernier chapitre, elle choisit de léguer la parure à celle qui lui était la plus chère, sa nièce bien-aimée. Et ainsi débuta un nouveau chapitre dans la vie de cet ensemble extraordinaire. Les bijoux qui avaient autrefois brillé sous les lustres de la cour de George III allaient désormais passer entre les mains d'une femme qui non seulement aimait les joyaux, mais avait aussi le talent et la vision pour leur donner une nouvelle vie. Mais avant les portraits, avant les bals, avant les galas, chaque saphir portait déjà en lui l'écho du passé. Une mémoire, un secret transmis, une histoire qui allait survivre parce que quelqu'un avait choisi non seulement de la garder, mais de la porter.
Lorsque la parure arriva entre les mains de la reine Mary, elle cessa d'être un simple bijou de famille pour devenir une œuvre en transformation, un projet personnel, presque artistique. Mary n'était pas simplement passionnée de joaillerie, elle voyait les bijoux comme des objets vivants, porteurs d'histoire, mais aussi d'avenir. En héritant de la parure de saphir de sa tante bien-aimée, la reine ne se contenta pas de la conserver. Elle l'étudia, l'imagina autrement et entreprit de la transformer avec le regard aiguisé d'une créatrice. L'ensemble d'origine comprenait une tiare, un collier et une grande broche pour corsage. Mais sous la direction de Mary, la parure commença à évoluer. Le collier fut repensé pour permettre différentes longueurs de port et plusieurs de ces éléments furent réutilisés pour créer des boucles d'oreilles, une broche ainsi que d'autres pièces détachables. La tiare fut également modifiée pour pouvoir être portée non seulement sur la tête, mais aussi comme un collier selon l'occasion. Enfin, sur commande spéciale de la reine, un bracelet en saphir vint compléter l'ensemble. Ces transformations n'étaient pas seulement motivées par l'esthétique ou la praticité, elles traduisaient la personnalité de Marie, son goût raffiné, son œil de collectionneuse, son sens du détail, mais surtout son désir de moderniser sans effacer. Nombre de ses pièces de joaillerie les plus célèbres furent créées à partir de ses propres croquis, ce qui témoigne de son sens unique du style royal. La parure de saphir de Cambridge fut donc réinventée, non pas pour plaire à la mode, mais pour rester vivante, adaptable, tout en conservant la noblesse de son origine. Ce n'était plus seulement un héritage, c'était un symbole de continuité, redéfini avec finesse. En 1934, la parure était prête à commencer un nouveau chapitre de son existence. Cette année-là, la reine Mary choisit d'en faire un cadeau de mariage à sa future belle-fille, la princesse Marina de Grèce et du Danemark, qui allait épouser le prince George, duc de Kent. Leur union n'était pas simplement celle de deux individus, mais aussi une alliance diplomatique entre dynasties puissantes. Les cadeaux offerts à Marina pour ses noces étaient tout simplement spectaculaires. Une tiare de la part du marié, une rivière de diamants du roi George V, d'autres bijoux somptueux de la part de sa mère et même une tiare offerte par la ville de Londres. Pourtant, c'est la parure de saphir de la reine Marie qui se distingua par son éclat, bien sûr, mais surtout par ce qu'elle représentait, un véritable bijou de lignée. Dans une époque marquée par les bouleversements politiques, les tensions économiques et les transformations sociales, cette parure apparaissait comme un rappel silencieux de stabilité, de tradition, d'identité royale. Elle n'avait pas besoin de mots pour imposer sa présence. La tiare réapparut rapidement en public, non plus éclairée par les chandeliers à bougies des bals, mais par les flashs modernes des photographes. Elle fut immortalisée dans une série de portraits légendaires signés Cecil Beaton. Marina y apparaissait sereine, élégante, majestueuse, comme une statue vivante d'histoire et de grâce. L'un des moments les plus mémorables fut le banquet organisé après le couronnement du roi George VI en 1937. Marina portait l'intégralité de la parure et ajouta même l'un des bracelets à la tiare pour en fermer le cercle. Un détail subtil mais qui transforma la pièce en véritable couronne. Un geste discret mais chargé de signification. Elle porta également la parure au célèbre bal anglo-hellénique de 1938 à Londres. Ce soir-là, les saphirs brillaient d'un éclat particulier. Ils liaient le passé grec de Marina à son avenir britannique. Les pierres ne se contentaient pas de scintiller, elles racontaient une histoire. Et cette histoire, Marina allait la porter avec elle pendant des décennies. À travers les visites d'État, les galas diplomatiques, les tournées royales à l'international, la parure l'accompagna fidèlement. Du Proche-Orient à l'Afrique de l'Ouest, en passant par l'Asie et l'Europe, les saphirs devenaient son empreinte visuelle. On les reconnaissait, on la reconnaissait. Ce qui rendait Marina si particulière, c'est qu'elle ne portait jamais la parure comme un simple accessoire. Elle l'incarnait. Elle n'y ajouta rien. Elle ne la modernisa pas. Elle ne la démontra jamais pour briller. Elle la respecta telle qu'elle était, comme on respecte un héritage sacré. C'est sans doute pour cela que les images de Marina portant cette parure sont devenues les plus emblématiques. Elle ne lui donnait pas seulement de l'élégance, elle lui donnait une âme.
Mais même les plus lumineux chapitres doivent un jour s'achever. Lorsque la princesse Marina apparut pour la première fois à un public coiffé de la parure de saphir de Cambridge, peu après son mariage, ce fut un moment suspendu, un silence respectueux, une pièce entière fascinée, comme si l'histoire venait d'entrer dans la lumière, drapée de saphir, irradiant d'un éclat ancien mais toujours vivant. Ce n'était plus un simple bijou, c'était une déclaration. Ce jour-là marqua l'âge d'or de la parure, son second souffle, celui où elle retrouva sa place sur le devant de la scène, non plus seulement dans les salons royaux, mais dans les pages des journaux, dans les dîners d'État, dans les bals diplomatiques. Marina, avec sa grâce naturelle, son port altier et son élégance innée, était la muse idéale pour un bijou de cette stature. Le bijou ne l'éclipsait pas, il la révélait. Ensemble, ils formaient un tableau intemporel. Elle porta l'ensemble à de nombreuses occasions, chacune gravée dans les mémoires. Galas royaux, visites officielles, dîners d'apparat. Mais l'un des moments les plus marquants reste le banquet donné après le couronnement du roi George VI en 1937. Marina portait l'intégralité de la parure et y ajouta même un bracelet transformé pour compléter la tiare en cercle fermé. Ce petit détail créa un effet de véritable couronne, renforçant encore l'aura de majesté qui l'entourait. Ce look iconique fut immortalisé par le photographe légendaire Cecil Beaton. Dans ses portraits, Marina apparaissait comme une figure presque mythologique, calme, sûre d'elle, sculpturale. Et au sommet, cette tiare, comme une auréole d'histoire. Ces photographies n'étaient pas de simples clichés, c'étaient des manifestes visuels de royauté, d'élégance souveraine, d'héritage vivant. En 1938, elle porta également la parure au fameux bal anglo-hellénique de Londres. Cet événement avait une symbolique particulière. Il liait ses racines grecques à son avenir britannique. Les saphirs y brillaient avec une intensité particulière, comme s'ils étaient conscients d'eux-mêmes. Non pas des pierres, des symboles. Durant les décennies suivantes, Marina devint l'une des figures les plus respectées de la famille royale. Elle voyagea à travers le monde, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique. Et partout où elle allait, la parure l'accompagnait. Entière, authentique, inchangée. Même lorsqu'elle ne portait que certains éléments, les observateurs reconnaissaient immédiatement sa signature. Les saphirs étaient devenus son empreinte visuelle. Mais ce qui distinguait vraiment Marina, c'est qu'elle n'a jamais traité cette parure comme un accessoire. Elle ne l'a jamais modifiée, n'a jamais tenté de la moderniser, ni de l'adapter à des caprices de mode. Elle l'a reçue dans son intégrité et elle l'a conservée ainsi. Comme pour dire, certains héritages ne se retouchent pas, leur valeur réside dans leur permanence. Et c'est sans doute pour cela que l'image de Marina portant cette parure reste aujourd'hui encore la plus marquante. Elle ne lui donnait pas seulement de l'élégance, elle lui donnait un sens. L'une de ses dernières apparitions publiques dans la parure eut lieu en 1967 lors du mariage de la future reine Margrethe II du Danemark. Marina avait alors traversé des décennies de service royal. Elle était devenue un symbole de constance, de retenue et de noblesse silencieuse. Ce soir-là, en la voyant apparaître une dernière fois coiffée de la tiare aux 7 saphirs, un sentiment de faim plana dans l'air, comme si la parure, pour la première fois, se taisait. Elle ne cherchait plus à briller. Elle portait le souvenir. Et c'est peut-être là le plus bel héritage de Marina. Elle n'a pas seulement conservé les bijoux, elle a préservé l'histoire qu'ils racontaient. Mais le temps, lui, ne s'arrête jamais, et avec la disparition de Marina, le chapitre le plus éclatant de la parure s'est refermé. Après la disparition de la princesse Marina, la parure fut héritée par son fils aîné, le prince Édouard, duc de Kent. Tout laissait penser que la tradition allait se poursuivre, que les saphirs continueraient à briller dans les salons royaux. La nouvelle détentrice, Catherine, duchesse de Kent, accueillait d'abord la parure avec respect et curiosité. Au début des années 1970, elle apparut à plusieurs événements officiels coiffée de la fameuse tiare. On se souvient notamment d'un dîner d'État donné en l'honneur de la délégation japonaise au palais de Buckingham en 1971.
Portée avec une robe pâle, la tiare scintillait de toute sa splendeur, comme si elle portait encore l'éclat d'un siècle passé. Mais les temps changeaient, et avec eux, les goûts. L'ère des tiares imposantes et des parures complètes, portées avec de vastes robes de bal, s'effaçait doucement. La mode devenait plus sobre, plus fonctionnelle, plus moderne. Même au sein de la famille royale, les bijoux n'étaient plus considérés comme indispensables, mais comme des éléments occasionnels. En parallèle, une autre réalité se dessinait, plus silencieuse, la réalité financière. Au début des années 1980, le maintien d'une collection privée de bijoux historiques représentait un coût considérable. Le duc et la duchesse de Kent apparaissaient de moins en moins en public et les fonctions royales se réduisaient. C'est à cette époque qu'une décision fut prise, une décision qui allait sceller le destin de la parure. La tiare originale, celle-là même qui avait traversé les générations, fut démantelée. 5 grands saphirs entourés de diamants, issus du long collier de la parure, furent utilisés pour créer une nouvelle tiare, plus discrète, plus légère, au design épuré. Une version modernisée que la presse surnomma rapidement la tiare bouton, en raison de sa forme ronde et simplifiée. Catherine porta cette version remaniée à plusieurs occasions, notamment lors du banquet d'État en l'honneur de l'émir du Bahreïn en 1984, puis en 1988 pour la visite du président du Sénégal. D'autres éléments furent transformés en boucles d'oreilles assorties et en colliers ras de cou. L'ensemble avait certes de l'allure, de l'harmonie, mais la grandeur majestueuse de la tiare d'origine avait disparu. La tiare authentique, avec ses 7 pics de saphir bleu nuit et son allure architecturale, avait été reléguée dans l'ombre. D'après des sources officieuses, elle aurait été discrètement vendue à un collectionneur privé au milieu des années 1980. Depuis, plus aucune trace. Elle n'est jamais réapparue lors d'événements royaux, ni dans les grandes ventes aux enchères, ni dans aucune exposition muséale. Elle s'est comme évanouie dans le silence. Certains fragments de la parure, en particulier des pièces issues de la version modernisée, ont brièvement refait surface entre les mains de la maison Moira Fine Art Jewelry, un joaillier de renom. L'entreprise a confirmé posséder certains éléments du set, mais a déclaré qu'ils n'étaient pas à vendre. Quelques photos sont apparues dans des catalogues au début des années 2000, puis, à nouveau, plus rien. Le silence est redevenu total. Ainsi se referma un chapitre. La parure, autrefois symbole éclatant de pouvoir et d'élégance royale, fut brisée, repensée, transformée. Peut-être plus pratique, plus portable, mais en contrepartie, elle perdit son âme. La nouvelle version, certes délicate et plus contemporaine, ne put jamais égaler la puissance visuelle et émotionnelle de l'original. Ce n'était plus une légende, c'était un bijou. Et là où il y avait autrefois une histoire vivante, il ne restait désormais que du silence et une question suspendue. Pourquoi abandonne-t-on ce qui incarne l'éternité ? Aujourd'hui, la parure de saphir de Cambridge ne vit plus que dans les souvenirs, comme une trace brillante d'une époque révolue, d'un raffinement oublié et d'un héritage féminin tissé à travers les générations. Ce n'est plus simplement un bijou perdu, c'est une légende, une ombre précieuse d'un monde qui ne reviendra pas. Lorsque l'on contemple les anciens portraits de la princesse Marina, on comprend immédiatement pourquoi cette parure est devenue mythique. La tiare, en particulier, captait tous les regards. Ses 7 pointes élancées, chacune ornée d'un saphir intense entouré de diamants, formaient une silhouette noble, presque sculpturale. Ce n'était pas une tiare faite pour impressionner par la taille ou l'extravagance. Elle imposait le respect par sa pureté, sa majesté tranquille. La comparer à sa version moderne, la tiare bouton est inévitable. La nouvelle est plus discrète, plus minimaliste, sans doute plus en phase avec les goûts des années 1980. Mais là où l'original se dressait avec fierté, digne et imposante, la nouvelle semble s'excuser d'exister. Elle est jolie, mais sans voix. Et dans ce contraste se trouve la véritable perte, de la splendeur vers la sobriété, de l'éternité vers l'oubli.
Nombreux sont les collectionneurs, historiens et passionnés de joaillerie qui se posent encore la même question. Où est passée la tiare d'origine? Existe-t-elle encore quelque part dans un coffre privé? A-t-elle été fondue, démontée, transformée en bijoux anonymes, portés aujourd'hui par des mains qui ignorent tout de son passé? Car il ne s'agit pas seulement de la disparition d'un bijou, il s'agit de la perte d'un contexte, d'une mémoire vivante. Cette tiare avait vu des bals royaux, des couronnements, des noces historiques. Elle avait capté des regards, reflété des secrets, traversé des générations. Elle ne contenait pas que de l'or et des pierres, elle contenait des silences, des souvenirs, des vies. Et même si elle ne brille plus sur la tête d'une duchesse, ni dans une vitrine de musée, elle continue d'exister. Dans les archives, dans les vieux clichés, dans les livres et les esprits de ceux qui savent voir au-delà des reflets. Peut-être réapparaîtra-t-elle un jour, dans une collection publique, ou plus justement sur la tête d'une héritière moderne, fière de ramener à la lumière un trésor oublié. Et si ce jour arrive, ce ne sera pas simplement le retour d'un bijou, ce sera la résurrection d'une voix qu'on avait fait taire, la mémoire retrouvée de femmes qui ont traversé 3 siècles avec élégance, courage et retenue. Car dans chacun de ces saphirs, même invisibles, même égarés, brille encore quelque chose que le temps ne peut ni vendre, ni transformer, ni étendre. L'empreinte vivante de celles qui l'ont porté avec dignité.